Bonjour aux consciences qui s'éveillent et surtout aux consciences qui se questionnent. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, c'est vraiment un honneur de vous accueillir dans ce live pour le podcast de l'éveil des consciences. Petit rappel concernant l'objet du podcast de l'éveil des consciences. La motivation qui anime ce podcast, c'est d'oser sortir des sentiers battus, de s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes et de participer à notre échelle à la création d'un monde plus juste, au travers duquel les êtres humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est donc d'apprendre à mieux se connaître en tant qu'individu, mais aussi apprendre à mieux connaître les autres et l'environnement qui nous entoure. Donc chaque mercredi, vous retrouverez un intervenant inspirant comme Jean-Jacques Charbonnier qui nous aide à cheminer dans cette vie physique. Jean-Jacques Charbonnier, je vais faire une courte introduction. Bien sûr, je vais surtout vous laisser vous présenter. Vous êtes médecin anesthésiste, auteur de plusieurs ouvrages et vous avez mis notamment au point la TCH. Vous allez nous en parler, donc une technique spécifique. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre live de ce soir, ainsi que les EMI, expériences de mort imminente. Vous faites également de la recherche, donc vous continuez auprès de l'IRSI. Vous allez également nous en parler. Alors, dans un premier temps, Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours? Oui, eh bien, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai exercé cette profession pendant 35 ans dans les blocs opératoires et les services de réanimation. J'ai choisi cette spécialité précisément parce que je voulais étudier ces fameuses expériences de mort imminente. Pourquoi? Parce que j'ai eu dans ma vie d'urgentiste d'abord un événement particulier qui m'a fait m'intéresser à ça. Et alors que je me destinais à une carrière de médecin généraliste, j'ai voulu faire cette spécialité d'anesthésie-réanimation que j'ai exercée avec passion pendant 35 ans. Et puis, de fil je me suis intéressé donc aux expériences de mort imminente, que je préfère appeler expériences de mort provisoire. J'ai dirigé plusieurs thèses sur le sujet. Et puis, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les patients qui vivaient ces fameux arrêts cardiaques et qui revenaient avec ces expériences qui transformaient leur vie, une expérience qui devenait l'expérience la plus importante de toute leur vie, qui leur faisait changer radicalement leur existence parce qu'ils étaient apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort, ben, je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à tel avantage. Et je me suis donc intéressé à l'hypnose et j'ai inventé cette technique de transcommunication hypnotique. J'ai débuté ces ateliers en 2014 au Canada et ces ateliers ont pris une importance considérable, un succès incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai commencé ça à Montréal, il y avait une dizaine, même pas, je crois qu'on était huit Ouais. participants. Et maintenant, nous en sommes donc à 25 000. On a dépassé 25 000 participants depuis 2014. Donc, c'est considérable. Et puis, il y a eu un intérêt de certains de mes confrères ouverts sur le sujet qui ont envoyé d'abord leurs patients, d'abord étonnés de voir leurs patients revenir apaisés par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort. Donc, ils ont voulu voir ce qui se passait dans mes ateliers. Donc, ils sont venus eux-mêmes participer à des ateliers. Ils ont voulu se former à ces ateliers, mais pour l'instant, la TCH n'est pas ouverte à la formation. Et là, je me suis trouvé donc confronté à toutes les difficultés d'une thérapie émergente qui ne consommait pas de médicaments. Donc, à partir de là, Big Pharma a des ramifications incroyables, et tant au niveau médical, au pouvoir médical, qu'au niveau gouvernemental, qu'au niveau juridique même. Tout est, voilà, Big Pharma tient toutes ces instances, et on se retrouve donc dans des situations terribles. Et les médias mainstream, heureusement qu'il y a voilà, des supports comme vous pour pouvoir s'exprimer, parce que les médias mainstream vous diabolisent et essayent donc de tuer dans l'œuf des thérapies qui ne consomment pas de médicaments, comme on a tué l'homéopathie, qui soignait les gens à moindre coût. Donc, à partir de là, on a essayé de faire des publications scientifiques, et on fait dire ce qu'on veut aux publications scientifiques. On le sait très bien quand on est soi-même un scientifique. On peut faire dire n'importe quoi, et je crois qu'on en a eu la preuve
avec ce qui s'est passé, l'hydroxychloroquine, qui a été, Mmh. avec des faux résultats qui ont été publiés par The Lancet, et le Lancet lui-même a été obligé de reconnaître que c'était des faux résultats. Donc, on voit bien qu'on peut tout se permettre à partir du moment où on a essayé de dézinguer quelqu'un. Et on a essayé de me dézinguer par les moyens les plus déloyaux. Donc, on a débuté en me faisant faire une expertise psychiatrique. Le Conseil de l'ordre m'a dit il va falloir arrêter parce que c'est pas normal faire ça, c'est pas une thérapie reconnue. Donc ils m'ont d'abord déconseillé, puis ils ont vu que ça marchait pas, donc ils m'ont fait faire une expertise psychiatrique. Ils rêvaient que je refuse l'expertise, je l'ai acceptée. Mmh. L'expertise s'est révélée normale, donc à partir de là ils étaient coincés. Donc, 3 psychiatres qui m'ont interrogé pendant 3 heures pour s'apercevoir que j'étais normal. Bon, c'était difficile. Bon, on peut s'énerver, hein, je reconnais qu'il y a de Ouais. quoi s'énerver. Le professeur Fortillon a fini interné parce qu'il s'est énervé. Et c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est s'énerver. Donc, moi, je Mmh. suis d'un caractère très calme, très serein. Je crois même que c'est moi qui les ai énervés à un moment donné, les psychiatres. Parce que quand ils m'ont posé une série de questions. Ils m'ont demandé si je me droguais ou si je prenais de l'alcool. Je pense que si c'était été le cas, je ne suis pas suffisamment con pour dire que oui, je me drogue et je bois de l'alcool. Ah Enfin, oui. et ensuite, est-ce que ma vie sexuelle est normale? Expliquer ce que je faisais. Et c'est là où il y a un des psychiatres qui s'est énervé en disant qu'il ne demandait pas de détails. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie sexuelle normale. Donc, j'ai volontairement donné des détails. Bref, je les ai agacés et Waouh. et ils ont convenu que j'étais normal et que je résistais très bien aux pressions. Donc, j'ai pu continuer à exercer la médecine. Voyant que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fouillé ma vie. Il y a un Mmh. drone qui est venu m'espionner chez moi. J'ai été Waouh. mis sous écoute. Alors, on pourrait dire, mais il est parano, un drone qui vient chez lui. C'est pas... non, parce que lors de ma première garde à vue, j'en ai eu la confirmation. Lorsque le brigadier m'a dit, on connaît la valeur de votre maison, j'ai dit, mais personne n'est venu chez moi. Il dit, si, il y a un drone qui est venu visiter votre maison. Ah, ben, j'ai dit, d'accord, Oh. ok, c'était bien de l'espionnage. J'ai été mis en garde à vue d'une façon totalement anormale, parce que c'était un simple contrôle fiscal qu'il aurait fallu. Mais moi, non, je suis devenu un fraudeur parce qu'il y avait des anomalies, c'est vrai, dans ma comptabilité, parce qu'à un moment donné, Oui. mais mon activité extra-médicale dépassait les revenus moyens d'un anesthésiste, entre mes droits d'auteur et ça. Et puis, Mmh. mon comptable n'avait pas été suffisamment précautionneux, donc il ne les avait pas classés dans la bonne case où c'était des déclarations de revenus qui n'étaient pas médicales. Voilà. Et lui, il les avait mis dans les... Donc, après ça, après cette garde à vue, Mmh. il y avait des articles dans les journaux qui ont été relayés d'ailleurs sur le net. Il suffit de taper mon nom, je suis le pire des escrocs, des charlatans, enfin, Mmh. voilà, un fraudeur. Enfin, tout ça a été, évidemment, blanchiment d'argent, ça a été rejeté, ma maison m'a été rendue et même le fisc m'a remboursé de l'argent parce que j'en avais trop donné. Donc, voilà, D'accord. pour dire. Alors, comme ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont essayé autre chose. Ils ont essayé de voir si j'étais pas un mauvais anesthésiste. Alors là, manque de peau, j'ai fait 35 ans de carrière sans jamais avoir eu un seul problème, ni au civil, ni au pénal, ce qui est exceptionnel Mmh. dans la carrière de médecin anesthésiste. Et là, ils ont trouvé un patient qui, 2 ans avant, prétendait avoir été conscient à un moment donné, avec la complicité d'un chirurgien qui ne peut pas me voir, évidemment, et qui l'a mis du patient en question, et qui a dit qu'à un moment donné, j'étais sorti pour aller uriner. Bon, tous les anesthésistes font ça. Bah oui. Et donc, ah bah oui, et donc à cause de ça, je me suis retrouvé 1 an d'interdiction d'exercice. D'abord au pénal, jamais on se retrouve au pénal pour ce genre de choses. Au pénal, Ouais. toujours pareil, avec des photos, mon portrait sur la dépêche du midi, enfin, etc., en disant que j'étais un mauvais anesthésiste. Donc, évidemment, mon avocat est parti en appel, parce que c'était déjà fou que je me retrouve au pénal avec 1 an d'interdiction d'exercice pour ça. Et en appel, on a pris 3 ans quand même. Enfin, j'ai pris Mmh. 3 ans d'interdiction d'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en cassation parce qu'il y a des vices de procédure énormes dans ce dossier. On Mmh. n'a même pu avoir accès, on n'a même pas pu avoir accès au dossier du patient. Ça, c'est jamais vu depuis 1789, depuis que la justice existe.
J'ai eu 3 avocats qui se sont relayés près de moi et qui m'ont dit, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la justice, qu'un avocat n'ait pas accès au dossier de l'instruction. C'est un motif de cassation énorme. Il n'y a pas eu Mm. d'expertise contradictoire. Donc, cassation rejetée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mon assurance professionnelle, pas moi, hein, mon assurance professionnelle, Mhm. c'est dire qu'il pense que j'ai raison, est parti à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on va partir à la Cour européenne des droits de l'homme à Mm. Bruxelles pour dénoncer cette injustice. Mais tout ça pour dire que tout est verrouillé, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce Mm. soit au niveau médical, que ce soit au niveau des médias, Mm. mainstream, hein, je parle, qu'au niveau juridique. Et ça, c'est encore pire quand même. Si la justice est infiltrée à ce point, on peut se demander, la partialité, elle est où, quoi? Mm. J'ai des collègues anesthésistes qui ont été jugés en responsabilité pour des homicides involontaires, c'est-à-dire avec mort du patient sur la table, Mm. et qui n'ont jamais été interdits d'exercice pendant un seul jour. Bon. Et Oh moi, là là, pour ça, je me c'est retrouve beau. 3 ans. Ouais. Non, mais voilà. Voilà. Donc, voilà, je me présente de cette Oui. façon parce que je suis obligé de me présenter de cette façon. Pourquoi? Parce que vous tapez mon nom sur le net Oui. et vous trouvez le docteur Charbonnier est un escroc, est fraude fiscale, machin truc, est un mauvais anesthésiste. Et Mm. alors donc, je suis bien obligé de me présenter autrement parce que Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est la quand même personnalité. formidable, c'est que Oui, mais vous faites partie des personnes, justement, on a besoin de vous, on a besoin de personnes comme vous qui osez dénoncer des choses, qui osez dire la vérité. C'est pas donné à tout le monde. Donc, merci déjà pour ce courage et merci de continuer, en tout cas, à œuvrer en créant des choses. Donc, dans ce cas-là, on va en venir dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la TCH? Est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer? Alors la TCH, c'est la transcommunication hypnotique. Je l'ai appelée comme ça parce que pour faire le parallélisme entre la transcommunication instrumentale, qui est connue, hein, le contact avec les défunts, par des moyens, voilà, par des écrans de télé, par des sons de radio, euh, voilà. Il faut un instrument avec une base donc vibratoire qui sert de support pour enregistrer des voix de l'au-delà. Donc c'est la transcommunication instrumentale et j'étais moi très sceptique personnellement parce que bon, vous savez au début hein, j'étais quand même un médecin donc formaté dans la pensée Hmm. matérialiste dominante hein. Et au début d'ailleurs quand des associations d'aide aux personnes en deuil me demandaient de faire des conférences sur les expériences de mort imminente puisque c'était ça mon sujet, ben, j'étais très sceptique quand je voyais des médiums. J'ai dit, oh là là, Hmm. je vais pas apparaître avec des médiums parce que moi, la médiumnité, je n'y croyais pas trop. Et puis, à force de faire des conférences où j'ai vu travailler des médiums en première partie, je suis bien obligé de reconnaître que le contact existe quand même. Quand les Ouais. médiums donnent des signes de reconnaissance hyper précis et que la personne concernée les valide, ben, on est bien obligé de reconnaître que le contact existe. Donc, j'ai fait la connaissance du père François Brune. Et lui, évidemment, lui, c'est le spécialiste de la TCI. Et il m'a fait vivre des expériences incroyables en TCI, notamment à Caen, justement. On parlait de Caen Justement, ouais. avant de débuter l'émission. Mhm. Ben, à Caen, on a été en contact avec son frère décédé d'une façon époustouflante. Même lui a dit, mais je, je n'ai jamais entendu des discussions aussi nettes avec l'au-delà. Et vraiment, on entendait très, très, très bien les voix. Alors, même si on n'explique pas le phénomène, même s'il ne rentre pas dans les cadres que l'on s'est fixés dans nos sociétés matérialistes, réductionnistes, on est bien obligé de reconnaître ça. Alors, Mm. moi, j'ai eu l'idée de mettre les gens sous hypnose pour avoir ces mêmes avantages que l'on a lors de l'expérience de mort imminente. Je me suis dit, voilà, euh, c'est quand même bête quoi, de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à reconstituer l'expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et en Mm. fait, cette intuition était bonne, puisque sur le premier millier de TCHistes étudiés, sur 600, sur 1000, avec les questionnaires, sur 1000 TCHistes étudiés, les 1000 premiers, 669 personnes, 67% avaient coché la case oui, je pense avoir été en contact avec un défunt. Mm. Alors peu importe,
on croit ou on ne croit pas à la réalité des faits, mais quand on est un médecin, on est obligé de reconnaître que ça fait du bien aux gens, même si on ne croit pas à l'au-delà. Donc pourquoi se priver d'une thérapie? En fait, c'est une véritable thérapie pour le deuil. Si ça fonctionne, si ça marche, pourquoi faudrait-il avoir la prétention de tout expliquer? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Les barreurs de feu, ça marche, puisqu'il y a maintenant des unités de grands brûlés qui ont des listes d'astreintes de barreurs de feu. Quand on n'est pas complètement stupide, eh ben, on s'aperçoit que ces gens ont une influence sur les brûlures. Comment ça marche? C'est pas parce qu'on n'explique pas que voilà que ça qu'il faut dire on n'explique pas donc ça n'existe pas. Il y a plein de choses. Il faut avoir l'humilité de dire on n'explique pas tout. Voilà, moi j'ai cette humilité. Je dis on n'explique pas tout. Et ces séances de TCH font du bien aux gens. Alors voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours et de succès, qu'il suffit qu'on mette les 360 places en ligne le premier du mois à 8 heures pour que très rapidement toutes les places soient vendues parce que les gens ont compris que c'était une thérapie et que ça faisait du bien d'assister à ces séances. Voilà. Je voulais juste revenir sur quelque chose concernant les TCH. Je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y avait des prérequis ou est-ce que tout le monde peut y assister? Est-ce que les enfants peuvent aussi aller ou pas? Je voulais savoir, est-ce que si on est sous traitement médicamenteux, c'est pas grave? Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, la réponse est très simple. Vous savez, la TCH, ce n'est autre qu'une méditation dirigée. On peut dire ça. Méditer n'a jamais fait de mal à personne. On fait même méditer les enfants. Il n'y a aucune contre-indication médicale, il n'y a aucun prérequis. N'importe qui peut venir, assister et voir ce qu'il vit. Ce n'est pas dangereux du tout. Il n'y a aucun danger. On a dépassé 25 000 participants. Il n'y a jamais eu un seul incident. On a accueilli même des enfants. Alors, pour les enfants, il y a une précaution à prendre, c'est que il faut que les deux parents soient d'accord, parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir d'histoire après. Il faut que les deux parents soient d'accord, de préférence présents et fassent la séance avec l'enfant, ou s'il n'y a qu'un des parents, il faut qu'il y ait un mot signé de l'autre parent. Il faut que ça soit une demande réitérée de l'enfant. Donc, moi, j'ai une conversation avec les parents et l'enfant juste avant. Je m'aperçois de la volonté de l'enfant de faire ça. Et voilà, on fait une méditation dirigée. Ce n'est pas interdit de méditer. Hein. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. N'importe qui peut venir. Il y a même des personnes malades qui sont venues. On a reçu aussi des personnes qui avaient des troubles psychiatriques recommandés par le psychiatre qui sont venus en TCH, c'est pour dire. Hein. Oui, absolument. Et c'est pour dire que c'est tout à fait apaisant, quoi. C'est pas quelque chose de traumatisant, au contraire, ça ne peut qu'apaiser. C'est une séance qui apaise. Il y a une musique très douce, il y a ma voix qui suggère un voyage, et on revient. Je vois pas en quoi ça serait délétère pour une personne d'avoir ce genre d'expérience. En général, les enfants, c'est plutôt par curiosité. Ils ont envie de faire ça comme une expérience. Voilà, ils font des beaux voyages en général. On a eu un enfant, et là, c'était intéressant parce que c'était un enfant, c'est son médecin qui l'avait envoyé, qui avait conseillé à ses parents de faire la séance. Donc, et il voulait voir sa sœur décédée qu'il a pu apercevoir. C'est comme dans un rêve, on lui explique. Voilà, quand tu fais un rêve aussi, c'est un contact. Alors, il y en a qui pensent que c'est un contact réel, d'autres qui pensent que c'est un rêve, mais la réponse, elle est dans ton cœur. Toi, tu le sais où elle est. Voilà. Est-ce qu'il est plus traumatisant de dire que sa sœur est dans l'au-delà ou de l'amener au cimetière et de lui dire elle est sous la terre dans une boîte? Je trouve que c'est mieux, que c'est beaucoup plus poétique, que c'est positif. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, je me souviens très bien, hein, on m'avait foutu la trouille, hein, parce que j'avais peur de la mort et j'avais même peur du noir, parce que j'avais perdu ma grand-mère et on me disait qu'elle était, alors le 1er novembre, on allait la voir au cimetière. Déjà, je ne comprenais pas, parce qu'on me disait elle est au ciel. Et puis après, on me disait non, elle est sous la terre. Elle est Et alors, je disais, mais alors, elle n'est pas au ciel. Si, elle va y aller bientôt, elle va sortir bientôt. Et alors, je disais, c'est quand bientôt?
Ben, c'est au moment du jugement dernier. Et alors, je disais, mais c'est quand le jugement dernier? Ben, il faut attendre que tout le monde soit mort, et alors on sera jugé. Du coup, eh ben, j'avais une angoisse terrible, et le soir, je m'endormais en pleurant, parce que je pensais qu'un jour, je serais moi aussi dans la boîte à attendre là, et d'être jugé. Et du coup, je ne voulais pas dormir sans la lumière. Donc, très tard, on m'a enlevé la lumière très tard dans ma chambre. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus traumatisant, ça, franchement, que d'avoir voilà, cet espoir de l'au-delà, qui est quand même sacrément apaisant par rapport à la mort. J'ai une question. Comment se manifestent les défunts? En TCH? Oui. Alors, ils se manifestent de plusieurs façons. Ils se manifestent par l'intermédiaire de nos 5 sens. Donc, on peut avoir des perceptions visuelles, on peut voir apparaître un défunt, on peut l'entendre parler très nettement, avec quelquefois des messages qui sont parlants et qui sont logiques. On peut, donc, la vision, l'audition, le goût, on peut avoir en bouche le goût d'un plat, par exemple, qui était préparé par une mamie, on peut retrouver ce goût. On peut avoir le parfum de la personne décédée et on peut même avoir la sensation de toucher sa main, donc les 5 sens. Hein. On peut avoir la sensation d'avoir une étreinte de la personne, d'avoir une caresse de la personne. Il y a des photos où on a, bon, bien sûr, un visage masqué, on a certains TCHistes qui ont dit avoir senti les poils de l'animal qu'ils avaient sur les genoux, parce qu'on a aussi des contacts avec les animaux. Et on voit dans la vidéo, enfin dans la photo plutôt, c'est une photo en l'occurrence, la position des mains du TCHiste. Il avait un épagnol et on voit qu'il caresse son chien. Il a véritablement la sensation de l'avoir sur les genoux. Donc, c'est les 5 sens. Ils peuvent se manifester de 5 façons différentes. Alors, ce qui est troublant, c'est de se dire, bon, tout ça, c'est peut-être l'imagination, c'est vrai, on peut se poser la question. Mais il y a un certain nombre d'arguments qui nous font dire que ça ne peut pas être l'imagination. Quelquefois, on a des défunts qui donnent des messages qui sont très probants. Par exemple, un objet caché quelque part dans une maison. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Le dernier en date, c'était une maman qui disait que sous son imprimante, il y avait une étoile séchée, une étoile de mer séchée. Et la personne est arrivée, elle a vérifié effectivement qu'il y avait cet objet, elle l'ignorait totalement. Quand une personne voit apparaître en TCH le visage d'une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle a son prénom, son nom, c'est arrivé plusieurs fois, et que ça parle à une autre personne qui est dans l'assistance et qui fait la TCH en même temps. On appelle ça des médiumnités croisées. Ça se passe souvent, c'est-à-dire que lorsque l'entité ne peut pas se positionner sur la cible donnée, eh ben, elle va choisir une autre personne qui, pour office, va faire office de médium. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est bien la preuve. Ou alors, une personne voit apparaître une personne qu'elle ne connaît pas, absolument pas, et qu'elle trouve après sur une photo. Et on lui dit que cette personne est décédée. Donc, elle s'est manifestée à elle alors qu'elle ne la connaissait même pas. Donc, tout ça montre que ces informations, ce n'est pas le mental, puisque les informations n'existaient pas dans le cerveau. Donc, ça peut être que des communications avec l'au-delà. Alors, est-ce qu'au milieu, il y a des communications où il y a des perceptions qui sont construites par le mental? C'est possible aussi. Mais il n'empêche qu'il y a ce genre d'exemple qui montre qu'il y a ces perceptions réelles avec l'au-delà. En tout cas, ça m'a donné des frissons. Je ne sais pas toi, Amandine, mais vraiment, mon corps a vibré. Je pense qu'il y a des c'est assez vérités surprenant, en fait. Je vais, c'est dingue, en fait, ce qui peut se passer en TCH. Et comment j'ai ça déjà pu lire différentes extraits de texte, etc. Mais c'est vraiment... c'est dingue. Ah oui, ce qui se passe en TCH, c'est vraiment très émouvant. Et vous savez, on fait après chaque séance qui dure 4 heures, on fait le débriefing. C'est-à-dire que les gens racontent en quelques phrases qu'ils ont vécu. Eh bien, on n'est pas lassé. Pourtant,
on en a écouté, hein, 25 000 personnes, ça fait beaucoup. Hein. Bon, ils ne parlent pas tous, hein. Toutes les personnes ne parlent pas. Mais il y en a qui, par pudeur, simplement, préfèrent m'écrire ensuite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Et quelquefois, l'émotion est trop forte, ils préfèrent passer le micro. Mais waouh, chaque fois, l'émotion humaine, elle est transmissible. Hein. On n'est pas blasé. Hein. Ouais. Quand on les écoute et quand on les entend, on se dit vraiment, c'est quelque chose qui est, même si c'est inexplicable, d'un point de vue humain, c'est une belle expérience. Ouais. Très belle Est-ce qu'il y a expérience. souvent les mêmes messages qui reviennent si on fait le tour des Oui, personnes? oui, oui, c'est vrai il y a souvent les mêmes messages qui reviennent. Ce sont des messages d'amour, ce sont des messages de pardon. Quelquefois, il y a des pardons des deux côtés. C'est-à-dire que la personne concernée va recevoir le pardon, et ça c'est très très émouvant, ça s'est produit plusieurs fois. Par exemple, une jeune femme qui s'était faite abuser par son père, elle n'y avait jamais pardonné ça, et le seul fait de voir apparaître son père qui lui demande pardon, eh bien, elle était en sanglots à la fin de la séance, elle nous a dit, je l'ai pardonné, Wow. parce qu'il m'a demandé pardon. Donc évidemment, elle va vivre mieux avec ça. Et quelquefois, il y a le pardon dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des TCHistes qui demandent pardon aux défunts parce que, pour des raisons quelquefois qui peuvent paraître futiles, mais qui, dans le cœur de la personne concernée, ont de l'importance. Par exemple, des personnes qui n'ont pas pu se rendre aux obsèques d'une personne qu'ils aimaient bien, ben elles demandent pardon et elles l'obtiennent, le pardon, parce que la personne concernée lui accorde le pardon en disant « mais c'est rien du tout, de toute façon, on n'est pas là, on n'est pas dans les cimetières. » On assiste aux choses, on assiste aux bienveillances des gens, mais on n'a pas besoin de localisation. Nous, on a besoin de ça pour se recueillir. Bon, il ne faut pas supprimer non plus les endroits de recueillement, mais ils ne sont pas là, quoi. Clairement, ils ne sont pas là. Mais il n'empêche que quand on a une intention, qu'on va mettre un bouquet de fleurs ou qu'on est sur la tombe, eh ben, ils le voient, ils le sentent. Mais ils ne sont pas sous la terre. Alors, je ne l'ai pas précisé aux personnes qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à poser vos questions. C'est possible dans le chat, hein, que sur YouTube, vous pouvez poser vos questions à Jean-Jacques et il sera ravi de vous répondre. Bien sûr. J'ai également une question. Est-ce que donc, vous avez constaté une évolution quant à l'intérêt des personnes envers cette thérapie? Ah ben oui, elle est croissante. Et c'est bien ce qui a ennuyé mes détracteurs. C'est Ouais. qu'au début, bon, on me foutait la paix. Quand je m'intéressais aux EMI, on m'invitait régulièrement. J'ai même été invité sur France 2, bon, toutes les chaînes. Je suis passé partout, les radios, machin. On m'invitait, on faisait des articles dithyrambiques dans la presse même. C'était la Dépêche du Midi qui m'a aussi violemment attaqué. Elle faisait des articles d'une page sur mes livres, sur mes bouquins. Oui, j'ai vu que ce succès, quand ça commençait à prendre cette dimension-là, que le Conseil de l'ordre m'a rappelé pour me dire que voilà, il fallait que j'arrête, clairement, Ouais. en employant tous les moyens pour me faire arrêter. Mais le résultat de tout ça, c'est que c'est idiot, la résultante de tout ça. C'est que ça m'a donné une popularité que je n'aurais sûrement pas eue, parce que quand il y a eu ce bashing sur moi, quand il y a eu toute cette débâcle journalistique disant que j'étais un mauvais anesthésiste, que j'étais un mauvais contribuable, etc., bon, les gens, ils ne sont pas tout à fait cons quand même. Ils ont bien vu qu'il y avait un bashing. Donc, du coup, mon livre qui est sorti chez Lafon, j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà, qui était un titre un petit peu subversif, c'est vrai, mais je suis un petit peu provocateur volontairement. Et ben, du coup, il s'est trouvé dans les meilleures ventes de livres. Wow. Et du coup, les gens ont eu un grand courant de sympathie pour moi. Ma page Facebook, qui comptait même pas 40 000 abonnés, elle en est maintenant à 115 000. Donc, Wow. Ça vous fait de la pub. et en plus, ça m'a fait une pub extraordinaire. Et en plus, au lieu d'arrêter la TCH, ça a multiplié les séances. Parce que je ne fais plus que ça maintenant. Je fais plus de médecine. Donc, je fais plus que ça. Ça les a multipliés par 3. Donc, vraiment, ils se sont donné beaucoup de mal pour rien, je vais dire. Parce que ça a eu l'effet inverse. Et puis, l'univers a décidé que c'était ma voie. Donc, voilà, c'est ma voie. Et je me régale dans cette voie. Je les remercie parce que 35 ans d'anesthésie-réanimation, bon,
les blocs opératoires et les services de réanimation n'ont plus aucun secret pour moi. Je domine parfaitement ce métier et je l'ai prouvé. Donc, voilà, je suis dans l'univers m'a dit, voilà, maintenant, c'est ça qu'il te faut faire et voilà. Et on va te donner, on va te booster et tu vas avoir toutes les aides possibles. Mais c'est vrai, c'est inimaginable, les aides que j'ai eues pour faire ça. Mais les portes s'ouvrent d'une façon incroyable. Comme quoi, quand on est dans le bon chemin. Et vous savez, je dis souvent, il faut savoir écouter son cœur. Et c'est la grande leçon de tout ça. Quand je propose cette modélisation de la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extraneurale, pour précisément expliquer ces expériences, c'est une modélisation qui a été dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier, qui a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience. Et on a pu proposer dans sa thèse cette modélisation que je propose de conscience délocalisée, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être plus têtu que les faits, il faut essayer de proposer autre chose. Donc, j'ai proposé ça. La thèse a été bien récompensée, puisque mention très honorable, avec un abstract en anglais pour une diffusion internationale. C'est-à-dire quand même que la communauté scientifique ne rejette pas cette hypothèse de conscience intuitive, extra-neuronale. D'où viennent nos intuitions? J'en reviens à ça. Il faut savoir écouter ces intuitions, qui sont des espèces de GPS qui nous mettent dans nos chemins de vie, dans nos destins. Et dès qu'on s'éloigne de ce destin, eh ben, le GPS, il vous y remet. Voilà. Et ben, moi, la CAC, elle me disait, surtout ne fais pas ces ateliers d'hypnose, tu vas t'en prendre plein la figure, tu vas être attaqué de partout. Je n'ai pas écouté ma CAC, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur. Je ne regrette pas, je referai exactement la même chose. Enfin, je prendrai des précautions compte tenu de ce qui m'est arrivé, c'est sûr, de l'enseignement que j'ai reçu, mais je serai toujours dans cette voie-là. Et je le dis aux gens, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Alors que nous, quand on fait des grands choix de vie, on a tendance à analyser les choses et on se fout dedans la plupart du temps. Un couple, par exemple, la naissance d'un couple. Est-ce que je vais faire ma vie avec cet homme ou cette femme? Donc, vous commencez à lister ma vie ou un chemin de vie, les qualités, les défauts, les avantages, les inconvénients. S'il y a plus d'avantages et de qualités, vous allez dire, OK, je pars avec cette personne pour un bout de chemin. Et puis peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y aura plus les qualités qui étaient avant, qu'il y aura des défauts qui vont apparaître, alors que vous saviez vous-même si c'était la bonne personne. Si vous aviez écouté votre cœur, vous le saviez si c'était la mauvaise personne ou la bonne personne. Donc, il faut savoir écouter sa conscience intuitive extra-neuronale, il faut savoir écouter ses intuitions. Très beau message. Merci. Il semble qu'il y a un petit souci technique, donc je n'arrive pas à voir les questions, mais c'est pas grave. On va continuer avec nos questions. Donc maintenant sur les expériences de mort imminente. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des EMI? En quoi ça consiste au juste? Alors, les EMI, c'est le professeur Moody qui le premier les a mis en exergue. Dans les années 70, il a publié ce fameux livre Life After Life, best-seller mondial, 13 millions d'exemplaires vendus. Enfin, c'est un prof de philo qui est devenu en fait médecin, puis psychiatre, pour précisément étudier ses expériences. Vous voyez, comme moi, je suis devenu anesthésiste pour étudier ses expériences. Donc, c'était une motivation forte chez lui. Et bon, c'est l'expert, je veux dire, c'est lui le plus grand expert de ce domaine-là. C'est un Américain, Raymond Moody, tout simplement parce qu'il a le plus d'expérience sur ce sujet. Et il a constaté que lors des arrêts cardiaques, eh bien, il y avait des personnes qui vivaient des choses qu'on appelle les expériences de mort imminente ou near-death experience, qui étaient assez communes. Les expériences ne se ressemblent pas vraiment, mais il y a des points communs. Disons que les personnes, on sait maintenant à peu près comment ça se passe. Il y a tellement de livres écrits. Il y aurait 60 millions d'expérienceurs sur cette planète, après l'Institut Atwater. Études statistiques, on ne les a pas tous, mais il y aurait ça. 4% de la population médicalisée, sinon ça ferait plus, eh bien, ont ces expériences. Eh bien, c'est le guide du routard de l'au-delà. Vous lisez un livre.
Comment ça va se passer au moment où vous allez mourir? Eh ben, vous sortez de votre corps, Mhm. vous voyez votre corps, vous comprenez que vous êtes mort, et chose incroyable, vous comprenez que vous êtes vivant. Parce qu'être vivant, c'est pas avoir un corps. Nous, on a l'impression. Ben non. Vous êtes vivant parce que vous êtes conscient. Être vivant, c'est être conscient. Ils sont même hyper conscients. Ils comprennent tout sur tout. Ils ont l'omniscience. Jean Morzel disait qu'il était un expérienceur. Quand j'étais de l'autre côté, je comprenais tout sur tout. Maintenant que je suis revenu, je ne comprends plus rien, sauf que je comprenais tout. D'accord. Et ils passent ensuite dans un tunnel Mhm. et ils arrivent dans une lumière d'amour inconditionnel. C'est un amour extrêmement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres. Et ça n'est même vexant. Parce que nous, on se dit, on est malheureux de voir partir nos êtres chers. Et eux, pas du tout. D'abord, ils sont débarrassés de toutes les douleurs possibles, physiques ou psychiques, même s'il y avait les produits anesthésiques et les poussins de morphine, etc. On essaye d'apaiser les fins de vie. Mais là non, ils n'ont plus de douleur et ils comprennent tout. Et ils ont cette phrase incroyable, mais qui est récurrente et qu'on a aussi en message à tissage qui est incompréhensible pour nous. Elle est trop compliquée. Rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut être choquant quand on est dans l'épreuve de dire ça, on pense que c'est juste l'inverse. On serait donc sur cette planète pour faire des expériences, et plus on aurait l'opportunité de faire des expériences difficiles, et plus nous progresserions au Ah. niveau de notre âme. Voilà. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Mm. Ils voient défiler toute leur vie en accéléré, dans les moindres détails. Ça aussi, c'était très surprenant parce que quelquefois, ça dure très peu de temps. Ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. Ils sentent appartenir à un grand tout. Et il y a un livre écrit par Nicole Dron que je conseille à vos téléspectateurs. Mhm. C'est un livre qui s'intitule 45 secondes d'éternité. Rien que Mm. l'intitulé montre cette dissociation du temps qu'il y a de l'autre côté. 300 pages de récit. Encore, elle dit, je n'ai pas tout dit. Pour 45 secondes d'arrêt cardiaque. Mm. C'est beaucoup, hein. 300 pages, hein, il faut en mettre des choses, des informations. Eh ben ouais, ils voient défiler toute leur vie, ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, et surtout, quelquefois, ils voient leur futur aussi. Et puis, il y a cet être de lumière qui arrive vers eux, et c'est cet être de lumière en général qui modifie leur vie, parce que l'être de lumière, il ne vous dit pas combien tu as sur ton compte en banque, Mm. quelle est la superficie de ta maison, combien de personnes tu diriges dans ta vie, enfin bref, tous les objectifs imbéciles de nos sociétés matérialistes. L'être de lumière, il vous dit, qu'as-tu fait de ta vie, comment as-tu aimé les autres? Il semblerait que ça soit ça, véritable mission de vie, donner de l'amour inconditionnel. Inconditionnel, ça c'est difficile, hein? Même dans les amours puissants, dans l'amour d'un couple, par exemple, c'est conditionnel. Je te donne mon amour à condition que tu ne me trahisses pas, tu me rendes le tien, etc. Donc là, non, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est un amour extrêmement puissant, tellement puissant que les personnes sont nostalgiques de le quitter alors qu'ils l'ont connu très peu de temps et toute une vie terrestre. La vie avec un conjoint, avec des enfants, la famille, les amis, c'est peanuts à côté. C'est un peu vexant. Et ils reviennent dans leur corps complètement changés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie avec transformation radicale. On voit bien qu'il y a une restriction de conscience. Ils disent, je suis rentré dans mon corps comme une main trop grande dans un gant trop étroit. Il y a ce genre de choses. Donc, oui, ils étaient tellement en expansion de conscience. Ils reviennent, ils sont dans un truc tout petit. Quelquefois même qui les dégoûte, ce corps qu'ils avaient habité. Ils ne veulent plus y revenir. Et ils y reviennent quand même, mais transformés radicalement. Les objectifs de vie ne seront pas les mêmes. Il y a une autre statistique intéressante, 70% de divorces dans les 10 ans. Ah oui, quand Parce même. que, C'est énorme. Ouais. oui, parce que la vie a complètement changé. Les gens sont, Mm. surtout si les objectifs de vie étaient orientés sur les objectifs matérialistes, Mm. là, c'est plus le cas. Ils ont envie de donner de l'amour aux autres. Vous imaginez Ouais. un petit peu? C'est pas pareil, hein? Ça change, hein? Ça Ah change la donne. oui. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, en me Mm. servant de ces expériences. Parce que nos enfants, vraiment, on les éduque, tous les parents font la même chose. Si tu veux
être heureux dans la vie, il te faut bien travailler à l'école. Comme ça, tu auras une belle situation, tu auras beaucoup d'argent, tu vas dominer les autres, même si tu leur marches sur la tête. C'est pas grave. Enfin, c'est pas dit de façon aussi crue, mais en langage subliminal, ça veut dire quel plan de vie foireux. On les envoie droit dans le mur. On fait des générations de frustrés parce qu'on a toujours un chef au-dessus, on n'a jamais suffisamment de matière. Donc, je pense qu'il y a une autre façon de présenter la vie et la mort aux enfants. Ça commence à présenter la vie, c'est présenter la mort, en leur expliquant qu'il y a des gens qui sont partis de l'autre côté. Et on leur a pas dit qu'il fallait bien travailler à l'école. On leur a dit que ce qui comptait le plus, c'est de donner l'amour inconditionnel aux autres. Voilà, il y a ce livre édité aux éditions Trédanet qui existe aussi en version illustrée pour les enfants, brillamment illustrée par Benoît Flamec, où je pense que oui, c'est une façon différente d'envisager l'éducation des enfants. Et ce livre a eu beaucoup de succès aussi, puisqu'il est traduit en plusieurs pays, et certains enseignants se servent de ce livre pour parler de la mort aux enfants. Parce que les parents, ils n'aiment pas parler de la mort aux enfants, parce qu'ils ne dominent pas du tout le sujet. Hein. Déjà, ils sont angoissés eux-mêmes, alors ils ne vont pas parler de ça. Hein. C'est ça. Effectivement. J'avais une question par rapport à ces EMI. Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui déclencheraient ces EMI? Alors, il n'y a pas de règles. Il y a eu une étude faite par Pim van Lommel, qui est un spécialiste des Pays-Bas. Il a noté aucun facteur prédictif de l'expérience. Maintenant, il faut dire qu'il y a quand même des choses qui nous font dire qu'on n'est pas tout à fait égaux par rapport à l'expérience. Dans mon hypothèse de travail, c'est la CAC, la conscience analytique cérébrale, qui censure les expériences qui sont rentrées en dissonance cognitive par rapport à nos apprentissages. Donc, tout ce qui n'est pas conforme à nos apprentissages va être censuré. On peut, comme ça, on a un prisme cérébral qui nous censure les informations qui ne sont pas conformes à nos apprentissages. Et même pire, cette CAC, elle peut transformer la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une illusion d'optique, eh bien, votre CAC, elle va reformater l'image pour la rendre conforme à ce que vous pensez être logique, en tout cas, ce qu'on vous a appris comme étant le logique. Donc, on a noté qu'il y avait 12 à 18% des adultes qui vivaient ces expériences, donc une minorité. Par contre, le professeur Melvin Morse, américain, a montré qu'il y avait 65% des enfants qui vivaient ces expériences en arrêt cardiaque, tout simplement parce que les enfants n'ont pas eu encore le temps de formater les informations à exclure ce qui est rentré en dissonance. L'exclusion, elle commence très tôt. Et ce qui fait que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure. Et puis après, ils commencent à se faire engueuler par leurs parents. Ça continue à l'école, au lycée, à l'université. Si vous faites médecine, alors n'en parlons pas, puisqu'en médecine, on nous rabâche à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques, que nous ne sommes que de la matière et des organes, que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience, et que lorsque ces organes n'existent plus, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas tout à fait une égalité par rapport à l'expérience, puisque, je vous le dis, en fonction de la puissance de notre exclusion analytique, eh bien, on va avoir ou pas la mémoire de ce qui s'est passé. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a 100% d'expérience. Je suis convaincu de ça. Après, une minorité d'adultes s'en souviennent, une majorité d'enfants s'en souviennent. Là, c'est la démonstration. Ça montre bien que, d'ailleurs, il faut laisser parler les enfants. Ça va dépendre de la famille aussi. Ça va dépendre comment ils seront reçus. Si on commence à leur dire arrête de raconter des bêtises, voilà. Au bout d'un moment, ils arrêteront de raconter et même ils vont, dans leur disque dur, dire tout ça c'est des bêtises et ils vont bloquer. Donc la TCH n'est autre qu'un moyen de mettre en sourdine par l'hypnose ce mental, la CAC, la conscience analytique cérébrale, puisque quand je vous parle et que vous m'écoutez, si on fait un électroencéphalogramme, puisque vous ne vous êtes pas endormi, moi non plus, eh bien, on va être aux alentours de 21 Hz. Voilà. Et si on arrive à ralentir par l'hypnose cette activité en dessous de 14, eh bien là, on va avoir accès à d'autres sources d'informations. On va par exemple pouvoir bloquer la CAC, la perception douloureuse du bistouri,
pour une opération, on va pouvoir opérer des personnes sous hypnose. En bloc opératoire, les anesthésistes font ça, donc j'ai fait ça moi aussi. On peut le faire. Mais on peut avoir accès à toutes nos perceptions extrasensorielles, parce qu'il n'y a pas que le contact avec les défunts. Il y a bien d'autres choses qui sont arrivées en TCH. Et ces autres choses-là, je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout à ce qu'on ait, par exemple, des phénomènes intuitifs. Il y a des gens qui ont eu des intuitions, qui leur sont arrivées et qui ont changé leur vie en TCH, avec une information qui était peut-être, qui pouvait paraître futile. Par exemple, je crois que le mieux, c'est de vous donner un exemple. Il y avait une dame qui est venue en atelier TCH. Elle était venue chercher, on peut la comprendre, le contact de son mari défunt et de son fils décédé dans le même accident de voiture. C'était assez récent en plus. Donc, on dit qu'il ne faut rien attendre en TCH. On peut comprendre son attente. Et à la fin de la séance, elle a dit, ben, je suis déçue parce que je ne les ai pas vus. Et non seulement je ne les ai pas vus, mais je n'ai rien vu. C'était du noir. Et j'ai trouvé le temps long. Voilà. Et elle dit, j'ai eu un peu de chaleur dans les mains, c'est tout. Et moi, je lui avais dit au débriefing, vous savez, ne négligez pas vos sensations. Si vous n'avez eu que ça veut dire que c'est important. Peut-être que ça veut dire que vous avez de l'énergie dans les mains et que vous allez pouvoir vous en servir. Eh bien, cette dame, on l'a revue plusieurs années après pour une autre TCH. Elle avait changé sa vie en raison de cette seule information reçue en TCH. Effectivement, elle s'est aperçue qu'elle avait ce don, enfin, cette possibilité de guérir avec ses mains. Elle ne le savait pas du tout. Et puis, elle a commencé à faire ça sur des proches. Et puis, elle s'est aperçue que c'était probant. Et du coup, elle a eu du succès. Et du coup, elle a changé de vie. Elle était infirmière libérale. Elle est devenue magnétiseuse, guérisseuse à cause de cette seule information. Donc, c'est l'univers qui décide ce qu'on a. Il y a aussi des gens qui ont eu des effets thérapeutiques. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. En ayant des régressions. C'est-à-dire, ils se sont vus évoluer dans des vies antérieures. Et ces personnes avaient une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à telle ou telle situation. Et en ayant l'explication dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence, c'était les circonstances de décès, il y a eu une disparition immédiate de cette angoisse, de cette phobie et de ce mal-être par rapport à cette situation. Il y a eu aussi des personnes qui ont vu leur futur. Alors ça, c'est encore plus interpellant. Comment est-on capable de voir son futur des choses incroyables. Alors, on pourrait se dire, oui, bon, c'est peut-être la TCH qui a influencé le futur, c'est vrai. Si, par exemple, vous voyez vivre dans une région différente ou exerçant un métier différent, peut-être que ça va vous donner l'idée de changer de job ou de déménager, c'est vrai. Mais il n'empêche, il y a un certain nombre d'arguments qui ne rentrent pas dans ce cadre, d'expériences qui ne rentrent pas dans ce cadre. Il y a, par exemple, des personnes qui ont rencontré d'autres personnes en TCH qu'elles n'avaient jamais vues de leur vie et qu'elles ont rencontrées après. Et ces personnes ont pris une importance considérable dans leur vie. Le dernier en date, c'était un couple de TCHistes. Pour la dame, c'était la deuxième TCH qu'elle faisait. Et pour le monsieur, c'était la première. Et pour cause, la dame avait rencontré le monsieur dans sa première TCH. Elle l'avait jamais vu de sa vie. Elle l'avait jamais vu de sa vie. Elle l'a rencontré dans une boulangerie. Et elle était tellement sûre d'elle, il fallait être gonflé quand même. Elle est allée vers lui, lui raconter le truc. Elle ne savait rien du monsieur, s'il était libre, célibataire ou quoi. Et ça a matché puisqu'ils sont venus ensemble faire la deuxième TCH. Donc je dis aux gens, vous venez en TCH, en séance, peut-être que vous allez rencontrer un futur conjoint. Alors, après, je leur dis, je m'adresse aux célibataires. Hein, si ça peut aider. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est comme si, alors je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer comme je veux, mais comme on dit souvent qu'en fait, il y a plusieurs futurs potentiels, c'est comme si lors de cette TCH, elle aurait peut-être capté un de ses futurs. Vous avez raison de parler de futurs potentiels. C'est d'ailleurs ce qui permet les consultations de voyance. Les gens disent souvent, ouais, elle m'a prédit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas arrivé. Ben, précisément, c'est pas arrivé parce qu'elle avait l'information. Elle a pu modifier son futur potentiel. Je me souviens de Michel Rifard, et c'était une médium, c'était la doyenne des médiums. 93 ans, elle est partie, et puis on s'aimait bien tous les deux. On faisait des conférences. Elle est là, hein, d'ailleurs. Vous savez, quand on fait un protocole chamanique avant, pour demander l'autorisation des guides, on fait une prière collective, mais avant, moi, je fais une petite prière silencieuse, personnelle.
Donc, je m'adresse au Padre Pio, je m'adresse à Marie, ça c'est ma sensibilité, je n'ai pas à la faire partager aux autres, mais je m'adresse aussi à mes amis de l'au-delà, je m'adresse à Michel Riffard, au Père Brune, puisqu'il m'avait dit qu'il viendrait en TCH avant de mourir, il l'a fait d'ailleurs, puisqu'il y a une personne qui ne connaissait même pas qui était le Père Brune, et une fois qu'elle a vu sa photo, elle l'a reconnu, elle a dit que c'était pour moi, elle a prononcé la dernière phrase qu'il m'a dite au téléphone, elle ne pouvait pas le savoir. Donc, il y a ces personnes-là qui sont là. Et Michel Riffard m'avait proposé de garder avec moi cette prière du Padre Pio. Et à l'époque où vraiment j'envisageais pas du tout de faire ce genre de pratique, la TCH, elle m'avait dit, tu vas en avoir besoin bientôt parce que tu vas contacter l'au-delà. J'avais dit, oh, la pauvre, elle est fatiguée. Je pense que je vais devenir médium. Je ne pensais pas du tout à ça. Et elle avait raison, puisque j'ai toujours cette prière avec moi et je l'ai toujours en TCH. Voilà. J'avais adressé une personne à Michel Ricard parce qu'elle voulait avoir une médium solide du côté de Lyon. Ben, je lui avais adressé, elle m'avait écrit une lettre en me disant, vous savez, j'étais très content parce qu'effectivement, elle m'a donné toutes les nouvelles de mon mari et ça correspondait bien à lui, donc c'était bien content à lui. Par contre, au niveau voyance, c'est pas ça du tout parce qu'elle m'avait recommandé d'être prudent cet été en voiture parce qu'elle voyait peut-être un accident de voiture. Bon. Et il se trouve que j'ai réduit tous mes transports en voiture, que voilà, elle avait pris des précautions, elle n'avait pas eu d'accident. Eh bien, précisément, parce qu'elle avait fait ça. Elle a pris ses précautions, bah oui. Ça, les futurs potentiels. Mais ça me fait penser aussi à Philippe Guimond qui en parle d'ailleurs aussi Oui, oui, de très tous bien. les Et d'ailleurs, futurs le GPS, c'est de lui. potentiels. Oui. Et je voudrais aussi revenir justement sur les expériences de mort imminente. On en a parlé donc aussi tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des expériences de mort imminente qui peuvent être désagréables, négatives et difficiles justement à surmonter? Oui, ça arrive aussi. Là aussi, il n'y a pas de facteur prédictif. Il y avait eu une étude qui avait été faite dans un premier temps, disant qu'il y en avait plus chez les suicidés et les toxicomanes, et c'est pas vrai, puisqu'après, il y a une étude plus large qui a montré, étude prospective, qui a montré qu'il n'y avait pas de différence du tout, où il y a effectivement des personnes qui disent avoir été poursuivis par des figures géométriques, qui ont été poursuivis, qui ont traversé des lacs de feu, etc. Dans l'expérience d'Eben Alexander, peut-être vous ne connaissez pas, c'est un neurochirurgien de Harvard qui enseigne la chirurgie du cerveau à ses étudiants. Bon, lui, c'est un matérialiste pur et dur. Il travaille sur le cerveau, donc voilà. Sauf que un jour, il vit lui-même l'expérience. Il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli qui est mortelle dans 98% des cas. Bon. Il en ressort guéri quand même, sans séquelles. Il fait partie des 2%, mais en plus, il n'a pas de séquelles. Et au début de son expérience, il est dans une expérience négative. Il est dans le monde du ver de terre et ensuite, il est transporté au paradis, dit-il, accompagné par une très jolie femme qu'il n'a jamais vue de sa vie. Très jolie. Donc, ça en fait une expérience hyper positive, n'est-ce pas? Oui, ça va. C'est pas trop désagréable pour l'instant. Pas trop désagréable. Et puis, après son expérience, qu'est-ce qu'il entreprend? Il entreprend de retrouver ses parents biologiques parce qu'il avait été adopté par un couple de médecins. Bon. Et ses parents biologiques, il finit, à force de persévérance et d'investigation, à les retrouver. Et ses parents biologiques lui montrent une photo. La photo de sa sœur biologique décédée au moment de son expérience, il la reconnaît tout de suite. C'était la jolie femme qu'il avait accompagnée dans l'au-delà. Donc pour lui, c'est la validation absolue que ce qu'il a vécu n'était ni un rêve ni une hallucination. Et pour Raymond Moody, qui je vous l'ai dit, on l'appelle le pape des NDE, qui avait voulu rester un sceptique jusqu'à l'expérience de mort imminente d'Eben Alexander, il terminait toujours ses colloques ou ses conférences, j'en ai fait plusieurs avec lui, par la phrase suivante, il n'est pas certain que l'après-vie existe. Il voulait rester dans ce cadre de sceptique parce qu'il avait une formation de prof de philo et les sceptiques, voilà, c'est ceux qui ne tirent pas de conclusion. Il ne voulait pas en tirer de conclusion. Eh bien, depuis l'expérience d'Eben Alexander, il a changé d'avis. Il dit, maintenant, on a l'évidence de l'après-vie.
puisqu'on a les IRM du cerveau en temps réel et qu'on connaît l'imagerie cérébrale, on se dit mais comment quelqu'un a pu sortir vivant de cet état? C'est impossible. Toutes les étapes de son expérience de coma, Ben Alexander a pu les expertiser en tant qu'expert neurologue, il connaît très bien le cerveau, mieux que quiconque, donc il a pu expertiser tout ça, et on a enfin la preuve, à tel point qu'ils ont voulu écrire un livre à deux mains, qui m'ont demandé de préfacer, je l'ai fait avec grand plaisir, qui s'appelle L'évidence de l'après-vie. Rien que le titre le montre quand même, l'évidence de l'après-vie. Voilà. Donc, vous voyez, oui, l'expérience peut être négative et devenir positive après. Elle peut aussi rester négative avec quelquefois une transformation de vie qui est la même façon, qui va changer les gens, comme si elle était positive. C'est-à-dire que les gens ont vu cette expérience comme une sorte d'avertissement de l'au-delà, leur intimant de changer leur vie pour ne pas qu'ils reconnaissent l'enfer, en quelque sorte. Donc, ils en font quelque chose de positif. Donc, négatif devient positif, mais si ça reste tout le temps négatif, ça peut en faire aussi quelque chose de positif. Vous voyez. Donc, c'est pas tellement négatif tout ça, je trouve. Après, il y a des gens qui doivent être pris en charge, hein, parce qu'il y a des gens, d'abord, même ceux qui font cette expérience, eh ben, si en face, ils ont un médecin qui leur dit tout ça, c'est une hallucination, vous avez rêvé, évidemment, hein, c'est l'expérience de leur vie. Donc, ils s'enfoncent encore plus dans la marginalisation, ils se disent, voilà, je ne suis plus de ce monde, et ce monde me rejette avec mon expérience, parce qu'ils sont devenus leur expérience, bien souvent. Ils sont devenus leur expérience tellement elle est forte. Donc, il ne faut surtout pas leur dire que tout ça, c'est un rêve. Ils savent très bien que ce n'est pas un rêve, qu'ils n'ont pas rêvé. Et quand ils en ont la preuve, comme l'a eu Ben Alexander, là, c'est une certitude. Mais c'est de toute façon une certitude. Jean Morzel disait, mais même si un jour on prouve que cette expérience est une hallucination, je ne le croirais pas. Parce que moi, je sais, ça n'était pas une. Oui. Là, j'ai écouté, il y a quelques heures de ça, j'ai écouté la retransmission du professeur Perron. Tout ce qu'il dit, je l'ai dit moi aussi. 1 million de vues, elles ont été censurées. Tout est occulté. C'est quand même le Parlement européen, c'est pas rien quand même. Si on occulte de ce qui se dit dans ce genre d'instance, c'est que vraiment c'est grave, quoi. On est vraiment dans un pays, on ne se rend pas compte à quel point tout est contrôlé. Hein. Si on a la liberté, mais quelle liberté? Liberté, égalité, fraternité. Quelle liberté on a? On l'a vu avec le Covid aussi. Hein. Je pense que ça a été aussi l'élément déclencheur où pas mal de Français se sont ouverts sur ces sujets. On se rend bien compte les qu'il y a masques des sont tombés à non-dits. ce moment-là. Exactement. Moi, je pense que des masques sont tombés. Et on a vu à quel point tout était corrompu. Et vraiment corrompu, quoi. Donc, ça a eu le mérite de montrer tout ça aux gens, de leur ouvrir les yeux. On est arrivé quand même à des choses incroyables. À un moment donné, les gens se signaient des autorisations de sortie pour aller faire pisser leur chien. Enfin, c'est là que ça fait peur quand même. On retrouve toujours les mêmes comportements. On retrouve les héros, les résistants, les délateurs, les pourris. Ils y sont tous, hein. Ils sont tous là dans l'équipe, voilà, dans ce qui s'est passé là dans cette pandémie. On a retrouvé ces vieux réflexes. L'humanité restera toujours l'humanité. L'homme est capable de grandes choses, mais du pire aussi, hein, comme du meilleur. Donc voilà, il faut le savoir. Et quel serait votre message, votre dernier message en tout cas, pour les personnes qui se lancent justement, qui essayent d'éveiller les consciences, qui essayent d'apporter leurs connaissances et qui ne suivent pas forcément ces gros groupes. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Et aussi aux personnes qui s'intéressent à tous ces sujets, est-ce que vous avez un message d'espoir? Ah oui, moi, je suis un optimiste. Moi, je pense qu'on est on est en pleine transition, donc il va y avoir encore des dégâts, il va y encore avoir des traumatismes, et ça va être un petit peu douloureux, mais on est en pleine transition. Là, tous les signaux le montrent qu'on va changer de monde. Et voilà, et on va être dans un monde meilleur, un monde beaucoup plus tourné vers les autres, le partage, la tolérance, l'amour. C'est ça qui va être priorisé. Là, c'est en train de s'effondrer. La pensée matérialiste s'effondre avec des postures ultimes qui sont ridicules. Tout le monde les pointe du doigt. Donc moi, je dis aux gens, n'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui bloque les initiatives. Il ne faut pas avoir peur de parler, il faut pas de ces expériences, même si elles semblent. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, je vais faire encore des expériences.
j'ai pas mal de projets. J'espère que vivre assez vieux pour. Mais je me sens, moi, il me semble que j'ai 30 ans. C'est vrai, hein. Je vois pas la Ah bah différence. c'est Bon, on ne le chouette. voit pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Vous c'est faites vrai, c'est très vrai. jeune. Parce que, merci. Mais après, bon, on me dit, mais attends, calme-toi, oh, arrête. Bon, mais non, j'ai pas envie d'arrêter de bosser, de faire des trucs. Et j'ai encore envie de faire d'autres choses. Euh, Peut-être ça me vaudra une autre expertise psychiatrique, j'en sais rien, mais on a eu plusieurs fois, bon, on a eu des phénomènes de remote viewing, de visualisation à distance. C'est-à-dire que les gens étaient capables de voir ce qui se passait à distance de leur corps physique. Peut-être avez-vous vu l'émission de Michel Simès, où on présentait Nicolas Fraisse, mais on a parlé des EMI de façon très, très focalisée sur la pensée matérialiste avec Stéphane Loret, qui lui est un matérialiste pur et dur, hein. Oui, Ouais. Moi, j'ai complètement. débattu avec lui sur un plateau de télévision en Belgique. En France, ça n'a pas été possible, mais en Belgique, oui, ça a été possible. Ils sont un petit peu plus ouverts. On a pu opposer au moins nos idées. On est scientifiques tous les deux. Ben, lui, il est arrosé par les laboratoires Big Pharma pour présenter la pensée matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, avec l'idée qu'un jour il y aura, ils l'ont dit d'ailleurs, Charlotte l'a dit, Martial, qui est dans son groupe, un jour on aura une petite pilule qui donnera les mêmes avantages que l'EMI. Imaginons Big Pharma avec une pilule comme ça qui fait disparaître instantanément la peur de mourir, hein, ce serait le jackpot pour eux, hein. Ce serait formidable. Donc, alors, lui, Stéphane Loret, par exemple, ben, lui, Stéphane Loret, j'avais discuté avec lui à l'université de Liège, où on était invités tous les deux. On avait une table ronde à la fin. Et on était trois, donc il y avait le professeur Pin Van Nomen, Stéphane Loret et moi. Donc, moi, je lui ai dit, ben, avec tous les moyens que vous avez, avec le Coma Science Group, pourquoi ne ferait-on pas une étude sur la... Voilà, c'était malicieux. Mais il m'a répondu d'une façon tout aussi malicieuse. Il m'a dit, moi je suis partant, mais il faudrait trouver le laboratoire qui finance cette recherche. Ah ben bien sûr. Ah, Ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement ah bah oui. installés. Imaginez un petit peu une thérapie qui ne consomme pas de médicaments, qui va être financée par des laboratoires pharmaceutiques. Ah bah Évidemment oui, que ça. non. Ah, c'est sûr. Bon. Donc oui, je disais les expériences. J'ai envie de faire d'autres expériences. Notamment, on a depuis maintenant 4 ans, de façon récurrente, alors ça peut paraître fou, mais on a des personnes qui disent être en contact avec des mondes extraterrestres. Voilà, avec des mondes extraterrestres. Et il y aurait toujours les mêmes messages qui seraient envoyés par ces extraterrestres qui nous diraient, ben, vous allez droit dans le mur, vous êtes en train de détruire votre planète, etc. Donc, ils projettent des images de terre calcinée, ils projettent des images d'incendie, d'inondations, de tsunamis, de champignons atomiques, en fait, tout ce qui menace l'humanité. Et ils nous disent, voilà, faites attention, changez, il est urgent, et c'est de plus en plus récurrent, il est urgent de changer de comportement. Alors, on pourrait se dire, d'abord, est-ce que les extraterrestres existent? Ben, même Hawking disait que, compte tenu de la taille de l'univers, il est très improbable qu'il n'existe pas d'autres systèmes solaires identiques aux nôtres. On ne connaît même pas l'étendue de l'univers. Et qu'il y ait des planètes beaucoup plus vieilles et donc beaucoup plus évoluées que la nôtre. Voilà. Et pourquoi, dans ces conditions, ne rentre-t-il pas en contact avec nous? Eh bien, on a un début d'explication en TSH. En fait, ils nous disent, vous êtes trop primitif, enfin, je fais un petit résumé, et infréquentable en quelque sorte. Voilà. C'est vrai que vu de l'extérieur, on ne fait pas très malin quand même, hein. On ne sait pas voyager dans le temps, donc on ne sait pas voyager dans l'univers, parce que pour voyager à des années-lumière, il faut savoir voyager dans le temps, on ne sait pas le faire. On a fait un saut de puce sur la Lune, une fois, c'est tout. Enfin, et puis en plus, on est en train de détruire le seul endroit où on peut vivre. Et on se tue entre nous, c'est vrai que ça ne fait pas très envie quand même, hein, de contacter une espèce vivante comme ça. Moi, je peux les comprendre. Donc, je me suis dit, comment pourrait-on, vous voyez, j'ai envie de faire des états, comment pourrait-on privilégier ce contact? Eh bien, on va faire un voyage
pas interstellaire, mais un voyage cet été entre le 20 et le 27 juillet. Donc, je le dis si des personnes sont intéressées par ce projet, aucune garantie de résultat, mais on va aller sur des crop circles faire des séances d'hypnose avec une hypnose dédiée au contact extraterrestre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, les crop circles sont authentifiés comme étant des réels crop circles parce que vous savez, il y a eu les canulars avec les planches. Là. Quand les herbes sont tressées, etc., ça ne peut pas être des canulars. Donc, on va faire cette expérience avec une autre méthode d'hypnose que j'appelle le HIGH concept, H-I-G-H, qui est l'acronyme, donc hyper immersion géolocalisée hypnotique, parce que j'avais remarqué qu'en TCH, on avait dans des lieux particuliers la mémoire des lieux qui surgissait. On a eu par exemple à Saint-Hippolyte, justement, l'endroit près de Strasbourg, on faisait cette expérience et il y a des personnes qui ont eu des visualisations d'enfants traumatisés, gravement blessés, et on a appris que dans ce lieu, il y avait eu donc un massacre d'enfants par une bombe alliée pendant la dernière guerre, parce qu'on avait caché ces enfants en croyant les protéger, et puis les Alliés avaient cru que c'était un repère nazi, donc ils avaient bombardé le truc, donc ils sont tous morts. Donc à Nîmes aussi, on a eu des gens qui ont vu des personnes en capuche qui étaient en robe de bure et qui étaient mutilées avec des bras arrachés, des têtes décapitées. Et on a appris que précisément dans ce lieu-là avait eu lieu le massacre des Capucins. Donc je me suis dit, il est possible donc que nous ayons, nous aussi, cette capacité médiumnique de nous connecter au lieu, comme un médium qui va connecter les passés d'un lieu en touchant les murs d'une pièce, par exemple. Il va avoir des flashs. Et on a commencé, on a fait ça au mois de mai en Grèce, sur des endroits dédiés à l'hypnose par le dieu ou demi-dieu Asclépios, qui était assimilé à un demi-dieu, puisque il était médecin, en fait, et il donnait des soins sous hypnose, et ça marchait. Donc les gens l'assimilaient à un demi-dieu. En plus, il était médium, c'est-à-dire il prévoyait le futur. Alors, on ne parlait pas de médiumnité, mais il faisait des oracles. Et il se trouve que les oracles marchaient. Donc, on est allé dans ces lieux où il donnait ses soins. On a eu des expériences très fortes. On est allé aussi à la grotte de Lombrive, qui est la plus grande grotte d'Europe en Ariège, qui est située en Ariège, près de chez moi. On a eu aussi des expériences très intéressantes en se connectant aux énergies telluriques de la grotte. Là, on va aller très prochainement, du 1er au 7 novembre en Égypte. Donc, tout est complet depuis longtemps, évidemment, mais bon, je le dis. On va aller dans des lieux privatisés, dans des lieux où il y a de grandes énergies, dans des pyramides. On va aller dans des pyramides faire des séances d'hypnose. On va aller dans un site où il n'y a pas de touristes, entre les pattes du Sphinx. On va se mettre entre les pattes. On a réussi à avoir cet déplacement pour faire une séance d'hypnose. On va avoir des expériences fortes. Vous voyez, j'aime faire ce genre d'expérience. On va refaire aussi, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à cette fois-ci, on va le refaire au mois d'avril en faisant une croisière cette fois sur le Nil, en descendant sur des sites dédiés. Alors, je le dis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ça, il suffit d'écrire à HIGH Concept, donc ça se tient, H-I-G-H Concept, C-O-N-C-E-P-T. On le mettra en lien aussi pour les personnes. Oasis-du-6 voyage au pluriel.com, et là, si vous envoyez simplement ce mail, vous serez au courant en newsletter en quelque sorte de tous mes projets avec concept qui se feront prochainement. Donc ça peut intéresser aussi les gens de savoir ça. Donc la TCH, autre chose, et le high concept, c'est encore autre chose. Mais vous voyez qu'il y a vraiment tout un tas de pistes d'investigation. C'est vraiment la conscience, c'est vraiment une mine d'investigation. Et je pense que, vous savez, on dit souvent, il y a 10 à 20% des personnes qui ne sont pas hypnotisables. Moi, je pense que c'est faux. 100% des personnes sont hypnotisables. 10 à 20% qui restent, si elles sont motivées, si elles tombent sur un thérapeute aussi qui est motivé, parce que souvent, les thérapeutes, au bout de 6 séances, ils disent ouais, monsieur, madame, vous n'êtes pas hypnotisable et au revoir, quoi. Et c'est dommage parce que la personne reste avec cette certitude pour le restant de sa vie et elle va se priver d'un truc. Donc, les personnes qui sont vraiment motivées, qui tombent sur un thérapeute motivé, eh ben oui, vous êtes tous hypnotisables. On est tous médiums. Bien sûr, il y a des gens plus doués que d'autres, mais on est tous capables de contacter nos défunts. On est tous capables d'avoir des flashs de voyance, d'avoir de la télépathie, de voir ses vies antérieures.
d'avoir des phénomènes de remote viewing, de visualisation à distance, des possibilités de guérison aussi. C'est déjà arrivé en TCH, que des gens guérissent de pathologies ou de douleurs installées depuis longtemps en une seule séance de TCH. Je ne sais pas comment c'est possible. En tant que médecin, je n'ai pas d'explication. Et moi, je suis là pour recueillir les informations des gens. Et les gens nous disent ça. Ils nous disent, ben voilà, depuis ma TCH, on les voit plusieurs années après, j'ai plus cette maladie, j'ai plus cette douleur, j'ai plus ce problème de thyroïde. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est à rapprocher quand même d'un certain nombre d'observations. La méditation peut guérir. On le sait et ça a été prouvé. Ouais. Il y a le professeur Blackburn qui l'a montré. Ça lui a valu un prix Nobel de médecine, l'effet télomérase. Elle a montré que méditer, la TCH, je vous l'ai dit, ce n'est autre qu'une méditation dirigée, méditer augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui protègent le capital chromosomique comme un bouclier. Et elle a montré que méditer, non seulement préservait cette couche, mais l'augmentait aussi, empêchant les gens de devenir malades et améliorant la santé. Elle est venue présenter cet effet télomérase à l'université de Liège. Moi, j'étais à ses côtés lors du même colloque pour présenter les résultats de TCHistes déclarant avoir été guéris de maladies ou de douleurs. Et on voit bien là la corrélation entre les deux. Méditation, contact avec la CIE et aussi TCH, contact avec la CIE, induit par l'hypnose. Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier, c'était vraiment très intéressant, comme toujours. Vous avez raison de m'arrêter parce que j'y suis pour la nuit. Merci beaucoup et dans tous les cas, on mettra vos liens juste pour les personnes qui justement sont intéressées aussi par les TCH et qui souhaiteraient en faire l'expérience. D'ailleurs, en tapant sur Google, on peut trouver vos futures thérapies TCH ou comment est-ce qu'on peut les trouver? Oui, alors en général, c'est ma page Facebook. Je suis actif que là, sur ma page Facebook. Sinon, pour les TCH, c'est abctalk, abctalk.fr, 3W, où il y a où il y a une icône TCH, où il y a tous les renseignements sur la TCH. Il y a aussi l'IRSI, l'Institut de recherche sur la communication, la conscience intuitive extra-neuronale. On explique ce qu'est la TCH. Il y a aussi les hypnothérapeutes référencés pour la TCH, parce que les hypnothérapeutes peuvent préparer les gens au TCH. Ce sont comme des coachs. Ils peuvent aussi leur faire retrouver les souvenirs perdus, mais aussi, encore mieux, que ces personnes se passent de TCH. C'est-à-dire qu'ils n'aient besoin que d'elles-mêmes pour se connecter à la CIE. C'est ça le but, c'est pas de la TCH. Donc, on a mis ça, donc ils sont classés par département, on les a mis sur le site d'ABCtalk parce que les gens se cassaient le nez. Au début, je disais allez voir un hypnothérapeute, et puis les gens disaient je me suis fait engueuler, quoi. Évidemment, si vous dites à un hypnothérapeute qui ne connaît pas la TCH, ouais, j'ai fait une TCH, ma caque était trop forte, quoi, qu'est-ce que vous voulez arrêter de fumer, c'est quoi? Il faut qu'ils soient un peu au courant, quoi. Donc, les hypnothérapeutes qui assurent le site ABCtalk, ils ont tous fait une TCH et ils sont hypnothérapeutes. Donc, d'accord. Au moins, ils sauront. Et puis, ils sont d'accord pour faire ce travail aussi. Bon, on en fera une avec plaisir. Vous serez mes invités. Okay, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite de passer une excellente journée, étant donné que ce sera rediffusé. Merci encore. Et puis, on mettra toutes les informations, bien sûr, dans la présentation. Comme je le répète, n'hésitez pas à commenter, à partager, surtout à des personnes à qui ça peut faire du bien, à partager à vos amis, à vos familles. Ils seront aussi ravis de lire vos commentaires en avis et puis, bien sûr, d'y répondre. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.